Une aide à domicile découvre des mensonges et un complot cruel contre la mère du millionnaire. Avec des preuves secrètes, elle affronte une belle-fille cruelle, prête à tout. Mais c'est lorsque le millionnaire lui-même revient déguisé pour sauver sa mère que la vérité éclate. Et aucun mensonge ne survit à l'affrontement final. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. On continue. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Le matin s'est levé, gris, sur Paris, avec ce ciel chargé typique qui semblait peser sur les épaules de ceux qui marchaient à la hâte dans les rues. Marine Olivier serrait fermement l'anse de son sac en descendant du bus sur le boulevard Haussmann, sentant le froid du crachin fin mouiller son visage. Elle avait 32 ans, mais semblait porter la fatigue d'une vie entière dans ses yeux marrons, qui ne brillaient plus comme avant. Depuis ses 15 ans, lorsqu'elle avait perdu ses parents dans des circonstances qu'elle préférait ne pas revisiter en mémoire, elle avait assumé la responsabilité de prendre soin de son jeune frère Luc, qui avait maintenant 23 ans, et travaillait comme livreur pour une application dans le 20e arrondissement de la ville. Marine était employée de maison. Pas le genre à faire des petits boulots ici et là, mais une professionnelle dévouée qui traitait chaque maison comme si c'était la sienne, chaque patronne avec respect, même quand le respect n'était pas réciproque. Ce matin de juin, cependant, quelque chose de différent l'attendait. Vera, son employeuse dans une maison de classe moyenne du 15e arrondissement, l'avait appelée la veille avec une proposition inhabituelle. Une de ses amies, Béatrice Almin-Brandon, avait besoin de quelqu'un pour remplacer une employée qui s'était brusquement absentée. Le travail serait temporaire, peut-être 2 ou 3 semaines, mais le salaire serait généreux, très généreux, assez pour régler les factures en retard qui s'accumulaient sur la petite table du salon de l'appartement exigu qu'elle partageait avec Luc. Elle ne pouvait pas refuser. Même en santé, sachant que Luc dépendait d'elle pour beaucoup de choses, même en sachant qu'elle avait promis d'être présente pour son anniversaire cette semaine-là, Marine accepta. L'argent était trop nécessaire. La facture d'électricité était en retard, le loyer arrivait à échéance dans quelques jours, et il y avait encore la dette à l'épicerie du quartier. Les sacrifices faisaient partie de sa routine, quelque chose qu'elle avait appris bien trop tôt. L'adresse que Vera lui avait donnée se trouvait à Neuilly-sur-Seine, l'un des quartiers les plus huppés de la capitale française. Marine prit le métro jusqu'à la station Les Sablons, et de là, marcha environ 15 minutes, observant les rues arborées, les hauts murs et les portails imposants qui cachèrent des hôtels particuliers d'un autre monde. Quand elle arriva enfin au numéro indiqué, elle s'arrêta un instant et respira profondément. Le portail en fer forgé était énorme, avec des détails dorés qui luisaient même sous la lumière timide du matin. À côté, une plaque discrète portait le nom de la famille gravé en lettres élégantes, Brandon. Marine appuya sur la sonnette et attendit. La voix qui répondit par l'interphone fut polie mais froide. Elle se présenta, mentionna le nom de Vera, et le portail s'ouvrit lentement avec un son mécanique qui résonna dans la rue vide. Le jardin de devant était impeccable, avec une pelouse tondue, des arbustes sculptés et une fontaine en pierre au centre. La maison était majestueuse, avec 3 étages, d'immenses fenêtres et une façade de couleur beige qui transmettait sophistication et distance. La porte principale fut ouverte par une femme en uniforme gris qui fit un geste rapide pour que Marine entre. L'intérieur de la maison était encore plus impressionnant. Sol en marbre, lustres en cristal, des meubles qui semblaient sortis de magazines de décoration. Mais il y avait quelque chose dans l'air, une froideur, une rigidité, comme si chaque objet était là uniquement pour être admiré, jamais touché. Béatrice Almin-Brandon apparut en haut de l'escalier quelques minutes plus tard. C'était une femme d'environ 45 ans, mince, très bien habillée, avec un tailleur beige impeccable et des cheveux blonds attachés en un chignon élégant. Son visage était beau, mais ses yeux étaient durs, calculateurs. Elle descendit les marches lentement, comme quelqu'un qui tient à être observé, et s'arrêta devant Marine avec un sourire poli qui n'atteignait pas son regard. « Bonjour. Vous devez être Marine. Vera m'a dit beaucoup de bien de vous. J'espère que vous êtes prête. Le travail ici exige de la discrétion, de la ponctualité et par-dessus tout de l'obéissance. » Marine sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais elle hocha la tête. « Oui, madame.
Je suis prête à faire tout ce qui sera nécessaire. » Béatrice la conduisit dans le couloir principal, expliquant les règles de la maison d'une voix polie, mais chargée d'une menace voilée. Horaire strict. Interdiction d'utiliser le téléphone portable pendant les heures de travail. Interdiction de parler aux autres employés au-delà du strict nécessaire. Et surtout, secret absolu sur tout ce qui se passait à l'intérieur de cette maison. La tâche de Marine serait de s'occuper de Madame Hélène Brandon, la belle-mère de Béatrice. La vieille dame vivait au 2e étage, dans une chambre au fond de la maison. Béatrice expliqua qu'Hélène avait des problèmes de santé délicats, qu'elle avait besoin de médicaments contrôlés, d'une alimentation spécifique et d'un repos constant. Son fils, Robert Brandon, était en long voyage d'affaires en Asie, s'occupant des affaires de l'entreprise familiale. Il appelait fréquemment, mais Béatrice assurait que tout était sous contrôle. Marine monta l'escalier derrière Béatrice, sentant le poids du silence qui dominait le 2e étage. Le couloir était sombre, avec peu de lumière naturelle. Béatrice s'arrêta devant une porte en bois massif et sortit une clé de sa poche. « Elle est ici. Elle n'aime pas la clarté, alors les rideaux restent toujours fermés. Les médicaments sont dans cette boîte, les horaires sont notés. Ne changez rien, n'en donnez ni plus ni moins. Suivez exactement ce qui est prescrit. Compris ? » « Oui, madame. » Béatrice déverrouilla la porte et la poussa. La chambre était plongée dans la pénombre. L'odeur était lourde, un mélange de moisis, de médicaments et d'air confiné. Marine eut besoin de quelques secondes pour que ses yeux s'habituent à l'obscurité. Au centre de la pièce, un lit ancien, en bois sombre, où gisait une petite silhouette immobile. « Madame Hélène, vous avez une nouvelle aide-soignante. Marine va rester avec vous pendant quelques semaines. » Il n'y eut aucune réponse, juste un faible gémissement, presque inaudible. Béatrice quitta la chambre sans plus d'explication, refermant la porte derrière elle et laissant Marine seule avec la vieille dame. Elle s'approcha lentement, essayant de mieux voir. Hélène devait avoir environ 70 ans, mais elle paraissait beaucoup plus âgée. Son visage était pâle, marqué par de profondes rides, ses lèvres gercées, ses cheveux blancs en désordre. Ses mains, fines comme des brindilles, tremblaient légèrement sur le drap usé. Marine sentit un pincement au cœur. « Bonjour, Madame Hélène. Je m'appelle Marine. Je vais prendre soin de vous. » La vieille dame tourna le visage en direction de la voix, et Marine vit ses yeux. Ils étaient éteints, mais il y avait quelque chose là, une étincelle lointaine, un appel à l'aide silencieux. Pendant les premiers jours, Marine suivit à la lettre les instructions de Béatrice. Elle administrait les médicaments aux heures prévues, offrait les repas légers qui étaient laissés sur un plateau à la porte, aidait Hélène pour son hygiène de base. Mais quelque chose n'allait pas. La nourriture était insuffisante, l'eau restreinte, la médication semblait excessive. Et la chambre, cette chambre sombre et étouffante, était presque une prison. Marine commença à observer. Elle remarqua que Béatrice entrait dans la chambre plusieurs fois par jour, toujours avec son portable à la main, tapant des messages avec un sourire cynique aux lèvres. Elle remarqua qu'Hélène, dans les rares moments où elle était plus lucide, essayait de parler, mais les mots sortaient confus, tronqués, comme si quelque chose l'empêchait de s'exprimer clairement. Le 4e jour, Marine prit son courage à 2 mains. Elle attendit que Béatrice parte pour une réunion en ville et ouvrit les lourds rideaux de la chambre. La lumière envahit l'espace, révélant la saleté accumulée dans les coins, la poussière sur les meubles, les taches d'humidité sur les murs. Hélène cligna des yeux plusieurs fois, gênée. Mais ensuite, quelque chose changea sur son visage. C'était comme si la lumière réveillait quelque chose d'endormi en elle. Marine s'approcha et prit la main fragile de la vieille dame. « Madame, Hélène, vous allez bien? Vous m'entendez » Hélène serra sa main avec une force surprenante et murmura la voix rauque et faible. « Aidez-moi » Ces 2 mots changèrent tout. Marine sentit son cœur s'accélérer. « Que se passe-t-il ici, Madame Hélène ?» La vieille dame essaya de parler, mais les mots ne sortaient pas. Ses yeux, cependant, disaient tout. Peur, désespoir, emprisonnement. Marine commença à enquêter discrètement. Elle examina la boîte de médicaments et s'aperçut que certaines doses étaient très élevées, en particulier les sédatifs. Elle regarda les ordonnances médicales jointes et vit qu'elles étaient toujours signées par le même médecin, un certain docteur Maurice Lemoine. Elle chercha sur son portable
et découvrit qu'il avait un passé controversé, d'anciennes plaintes pour faute professionnelle, qui avaient été étouffées. Elle commença aussi à s'occuper d'Hélène différemment. Elle apporta des fruits cachés dans son sac, offrit plus d'eau, aida la vieille dame à s'asseoir dans le lit, à bouger ses bras et ses jambes. La réponse fut presque immédiate. Hélène commença à reprendre des forces, à parler plus clairement, à sourire timidement. Et c'est dans l'un de ces moments de lucidité qu'Hélène révéla la vérité. Elle me garde prisonnière ici, Marine. Mon fils ne sait rien. Elle répond à ses messages en se faisant passer pour moi. Il pense que je vais bien, que je suis juste fatiguée. Mais je ne suis pas malade. Elle me drogue. Elle veut me faire mettre sous tutelle, pour tout prendre. Marine sentit son sang se glacer. Pourquoi? Pourquoi ferait-elle ça? Hélène respira profondément, puis raconta. Béatrice a épousé Robert par intérêt. C'est un homme bon, travailleur, mais aveugle à sa vraie nature. Elle veut contrôler la fortune de la famille. Et je suis le seul obstacle. Si je suis déclaré incapable, elle prend le contrôle de tout. Et votre fils ne se doute de rien? Il lui fait confiance. Il lui a toujours fait confiance. Elle est très intelligente, Marine, très dangereuse. Hélène révéla alors qu'elle tenait un journal caché, un carnet où elle notait tout ce qui se passait dans les moments où elle parvenait à rester lucide. Il était gardé à l'intérieur d'un vieux livre, sur une étagère poussiéreuse dans un coin de la chambre. Marine trouva le journal le soir même. Les pages étaient remplies de récits angoissants, des dates, des heures, des descriptions d'abus émotionnels, des récits sur la manipulation des médicaments, sur les menaces voilées, sur l'isolement forcé. C'était une preuve accablante. Mais Marine savait qu'il lui fallait plus. Il lui fallait quelque chose d'irréfutable. C'est alors que Luc appela. Sa voix était étrange, tendue. « Sœurette, il s'est passé un truc bizarre aujourd'hui. »« Quoi, Luc ?»« Un type m'a abordé dans la rue. Il a dit qu'il me paierait une bonne somme si je te convainquais de quitter ce nouveau travail. J'ai eu peur, je n'ai rien accepté. Mais j'ai trouvé ça bizarre. C'est qui ces gens, Marine ?» Marine sentit le sol se dérober sous ses pieds. Quelqu'un essayait de l'éloigner. Quelqu'un savait qu'elle découvrait trop de choses. « Reste à l'écart, Luc. N'accepte d'argent de personne. Ne parle à personne. Je vais régler ça. » « Mais qu'est-ce qui se passe ? » « Je ne sais pas encore exactement, mais c'est quelque chose de gros, de très gros. » Cette nuit-là, Marine eut du mal à dormir dans la chambre de bonne qui lui avait été assignée. À chaque bruit, son cœur s'emballait. Elle savait qu'elle entrait en territoire dangereux, mais elle ne pouvait plus reculer. Madame Hélène avait besoin d'elle. Et Marine, qui avait passé sa vie à se sacrifier pour les autres, avait enfin trouvé une cause pour laquelle il valait la peine de se battre. Le lendemain, alors qu'elle nettoyait une buanderie oubliée au fond de la maison, Marine trouva une boîte en carton poussiéreuse. À l'intérieur, une enveloppe jaunie adressée à Robert Brandon avec un expéditeur anonyme. Dans l'enveloppe, une clé USB. Les mains tremblantes, Marine prit la clé USB et la cacha dans sa poche. Elle devait découvrir ce qu'il y avait dessus, mais elle savait qu'elle ne pouvait utiliser aucun ordinateur de la maison. Elle devrait attendre son jour de congé. Quand Béatrice entra dans la buanderie quelques minutes plus tard, Marine avait le chiffon à la main, feignant de nettoyer les étagères. « Qu'est-ce que vous faites ici ?»« Je nettoie, madame. Vous m'aviez demandé de ranger. » Béatrice la regarda avec méfiance, mais ne dit rien. Elle se retourna simplement et partit, laissant Marine seule avec le cœur encore battant la chamade. Les jours suivants furent d'une tension croissante. Marine continuait de s'occuper d'Hélène, maintenant avec encore plus de dévouement. La vieille dame allait visiblement mieux, plus forte, plus lucide, et cela ne passa pas inaperçu. Béatrice commença à observer Marine avec des yeux de prédatrice. Elle posait des questions subtiles, apparaissait dans la chambre sans prévenir, vérifiait les horaires des médicaments. L'étau se resserrait, et puis, par une nuit pluvieuse de juillet, tout s'effondra. Marine avait réussi à visualiser le contenu de la clé USB sur le portable de Luc pendant son jour de congé. C'étaient des enregistrements audio, des conversations enregistrées entre Béatrice et le médecin, des discussions sur la modification des dosages, sur la falsification de documents, sur la menace d'employés qui posaient trop de questions. Il y avait aussi des relevés de virements bancaires suspects, de fausses factures, le tout méticuleusement organisé par quelqu'un qui voulait clairement exposer la vérité.
Décidée à confronter Béatrice avec les preuves, Marine retourna à la maison cette nuit-là. Elle attendit que tout le monde dorme et descendit au bureau du premier étage. La porte était entr'ouverte. Le cœur battant à tout rompre, Marine entra. Le bureau était luxueux avec des bibliothèques en acajou, un immense bureau et des tableaux de valeur au mur. Marine ouvrit les tiroirs un par un, cherchant des documents, n'importe quoi qui pourrait corroborer ce qui était dans les enregistrements. Et elle trouva. Des ordonnances médicales falsifiées, des documents de mise sous tutelle déjà rédigés, n'attendant que la signature finale d'un juge. Des brouillons de procuration qui donneraient les pleins pouvoirs à Béatrice sur les biens d'Hélène. Tout était vrai. Tout. Marine était en train de photographier les documents avec son portable quand elle entendit la voix derrière elle. « Qu'est-ce que vous croyez être en train de faire ?» Béatrice se tenait sur le seuil, en robe de chambre de soie, et avec une expression glaciale sur le visage. À côté d'elle, 2 gardes du corps en uniforme. Marine tenta d'expliquer, tenta de parler d'Hélène, des preuves, mais Béatrice ne voulut rien entendre. Elle l'accusa de vol, de violation de la vie privée, d'espionnage. Les gardes du corps la saisirent par les bras et la traînèrent hors du bureau. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, ma petite. Sortez de chez moi maintenant, avant que j'appelle la police et que j'en finisse avec vous et votre petit frère. » Marine fut expulsée au milieu de Densantety. La nuit, sous la pluie battante, son sac jeté sur le trottoir mouillé. Elle tremblait non pas de froid, mais de colère et d'impuissance. Mais elle avait toujours la clé USB. Elle avait toujours les photos des documents. Et maintenant, plus que jamais, elle était déterminée à obtenir justice. Elle rentra chez elle trempée, trouva Luc réveillé, inquiet. Elle lui raconta tout, lui montra les preuves, et ensemble, ils décidèrent qu'ils ne pouvaient pas abandonner. 3 jours passèrent. 3 jours d'angoisse, d'attente, d'incertitude. Marine essaya d'appeler le numéro de Robert Brandon qu'Hélène avait mentionné, mais le numéro était toujours occupé, ou tombait directement sur la messagerie vocale, jusqu'à ce que, le matin du 3e jour, le téléphone de Marine sonne. C'était un numéro inconnu. « Allô ?» La voix de l'autre côté était faible, presque un murmure. « Marine, c'est moi. Clarisse, l'aide cuisinière de la maison. » Marine se souvint d'elle. Une jeune fille timide qui travaillait en cuisine. « Clarisse, que s'est-il passé ?»« Ils m'ont renvoyé. Ils ont dit que j'en savais trop. Mais avant de partir, j'ai réussi à prendre le portable de Madame Hélène. Elle va très mal, Marine. Ils ont augmenté la dose des médicaments. Elle ne se réveille presque plus. Je crois qu'ils vont faire quelque chose de pire. » Marine sentit la panique l'envahir. « Où es-tu ?»« Caché. J'ai peur. Mais j'ai appelé parce que je pensais que tu devais savoir. Madame Hélène a demandé après toi avant de s'évanouir. Clarisse, tu peux appeler son fils? Tu peux prévenir quelqu'un? » J'ai essayé. Mais le numéro que j'ai ne fonctionne pas. Je crois qu'elle a donné un faux numéro. Marine raccrocha et regarda Luc. « Il faut qu'on y retourne. Maintenant. » Luc secoua la tête. « Serette, c'est dangereux. Ils peuvent te faire arrêter, te faire du mal. »« Je ne peux pas la laisser mourir, Luc. Je ne peux pas. » Et ainsi, cette nuit-là, Marine et Luc retournèrent à Neuilly-sur-Seine. Ils escaladèrent le mur du fond de la propriété, entrèrent par la buanderie. La maison était silencieuse, mais il y avait de la lumière allumée au 2e étage. Ils montèrent les escaliers en silence. Arrivés à la chambre d'Hélène, ils trouvèrent la porte verrouillée. Luc força la serrure avec un outil qu'il avait apporté. La porte s'ouvrit. Hélène était allongée, pâle, les lèvres violettes, la respiration faible et irrégulière. Marine courut vers elle, lui prit le visage entre ses mains, appela son nom. « Madame Hélène, tenez bon, on va vous sortir de là. » Mais c'est alors qu'ils entendirent des pas dans le couloir. Béatrice apparut à la porte, cette fois accompagnée de 2 gardes du corps beaucoup plus grands. « Vous êtes entrés par effraction chez moi. C'est un crime. » Marine se plaça devant Hélène. « J'ai appelé une ambulance, elle a besoin d'aide. Vous n'allez rien faire, du tout. » Mais Marine avait déjà appuyé sur le bouton, et dans les minutes qui suivirent, tandis que Béatrice criait et que les gardes du corps tentaient de les intimider, les sirènes commencèrent à résonner dans la rue.
L'ambulance arriva. Les ambulanciers entrèrent, examinèrent Hélène et l'emmenèrent en urgence. Béatrice tenta de les en empêcher, prétendant être la responsable légale, mais Marine montra les photos des documents aux professionnels de la santé, expliqua la situation. Ils décidèrent d'emmener la patiente malgré tout face à la gravité de son état. Marine et Luc furent escortés hors de la propriété par la police qui arriva peu après. Ils firent leur déposition, remirent les premières preuves. Mais ils savaient que ce n'était que le début. Madame Hélène était sauvée. Mais la bataille pour la justice ne faisait que commencer. L'hôpital américain de Paris, à Neuilly, était silencieux en cette aube. Marine faisait les 100 pas dans le couloir des soins intensifs, les yeux rouges de fatigue et d'inquiétude. Luc était assis sur une chaise en plastique dur, la tête appuyée contre le mur, essayant de se reposer sans y parvenir. Il était presque 4 heures du matin quand le médecin sortit enfin, par les portes battantes, retirant son masque chirurgical. Marine se leva immédiatement, le cœur battant la chamade. « Docteur, comment va-t-elle » Le médecin, un homme d'âge moyen au cerne profond, soupira avant de répondre. « Elle est stable, mais son état est grave. Nous avons trouvé des niveaux très élevés de sédatifs dans son sang, ainsi que des signes clairs de malnutrition et de déshydratation sévère. Si vous aviez tardé quelques heures de plus à l'amener, nous n'aurions peut-être pas pu inverser la situation. » Marine sentit les larmes vouloir couler, mais se retint. Va-t-elle s'en remettre? Avec le traitement approprié, oui. Mais il faudra du temps, et elle aura besoin d'une opération. Il y a une occlusion intestinale qui doit être corrigée de toute urgence. Sans l'opération, le pronostic est très mauvais. Alors, opérez-la. Le médecin hésita. Ce n'est pas si simple. Nous avons besoin de l'autorisation d'un responsable légal. Nous avons tenté de contacter le fils, mais sans succès. Et sa belle-fille, qui se présente comme responsable, refuse d'autoriser toute procédure. Marine sentit son sang bouillir. Elle ne peut pas faire ça. Madame Hélène va empirer. Je sais, mais légalement j'ai les mains liées. À moins que nous n'arrivions à contacter le fils ou qu'il y ait une intervention judiciaire, je ne peux pas opérer. Marine quitta l'hôpital avec une détermination renouvelée. Il ne suffisait pas d'avoir des preuves. Il fallait atteindre Robert Brandon, le fils d'Hélène, et lui faire tout savoir. Mais comment le trouver? Béatrice contrôlait tous les moyens de communication. Le numéro qu'Hélène avait donné ne fonctionnait pas. Et le temps pressait. C'est Luc qui eut l'idée. « Serette, tu te souviens de l'aide cuisinière, Clarisse? Elle travaillait là-bas depuis des années. Peut-être qu'elle sait quelque chose que nous ne savons pas. » Marine prit son téléphone et appela le numéro de Clarisse. La jeune femme répondit à la 3e sonnerie, la voix effrayée. « Allô? Clarisse, c'est Marine. J'ai besoin de ton aide. Je dois trouver Robert Brandon, le fils de Madame Hélène. As-tu une information? N'importe quoi ?» Il y eut un silence de l'autre côté. Puis Clarisse parla à voix basse. « Il y a quelque chose. Une fois, j'ai vu la cuisinière, Madame Irène, parler avec Madame Hélène. Elle était un proche. Madame Irène travaille là-bas depuis plus de 20 ans. Si quelqu'un sait comment parler à Robert, c'est elle. Tu as son contact? Je l'ai, mais elle a peur. Peur de perdre son emploi, peur de la patronne. Je ne sais pas si elle voudra aider. Essaye pour moi, Clarisse, s'il te plaît. La vie de Madame Hélène en dépend. » Quelques heures plus tard, le téléphone de Marine sonna. C'était un numéro inconnu. « Allô ?» La voix de l'autre côté était mûre, fatiguée. « Je m'appelle Irène. Clarisse m'a raconté ce qui se passe. Je travaille chez les Brandon depuis de nombreuses années. J'ai vu beaucoup de choses, des choses que personne ne devrait voir. Madame Irène, je dois parler à Robert. Sa mère est à l'hôpital. Elle a besoin d'une opération urgente et Béatrice bloque tout. Je sais. Cette femme est le diable incarné. Quand elle est entrée dans cette maison, tout a changé. Robert est un homme bon, mais il est aveugle. Elle le manipule d'une manière qui fait pitié. Savez-vous comment je peux lui parler? Irène hésita. Je sais, mais c'est dangereux. Si elle découvre que c'est moi qui ai aidé, je perdrai tout. J'ai une fille à l'université, des factures à payer. Je comprends, Madame Irène, mais vous êtes le seul espoir de Madame Hélène. Il y eut un autre silence. Puis, Irène parla. Il y a une boîte dans la chambre de Madame Hélène. Une vieille boîte en bois, cachée derrière une fausse cloison, près de l'armoire. À l'intérieur de cette boîte, il y a un petit coffre.
Le code est l'anniversaire de Robert, 031173. Dans le coffre, il y a des documents importants et un papier avec son numéro personnel, le vrai numéro, qu'il n'utilise que pour les urgences. Madame Hélène a gardé ça avant d'être enfermée dans sa chambre. Comment vais-je entrer dans la maison? Ils m'ont expulsé. Je peux aider. Demain après-midi, la patronne va à un événement caritatif. Elle y va toujours. C'est le seul moment où la maison est plus vide. Je laisserai la porte de la cuisine déverrouillée. Mais il faudra faire vite, les gardes du corps font toujours des rondes. Marine remercia d'une voix étranglée. Le lendemain, à 15 heures précises, elle et Luc étaient de retour à Neuilly-sur-Seine. Le cœur de Marine battait si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. Ils entrèrent par la porte de la cuisine, comme Irène l'avait promis. La cuisinière était là, préparant quelque chose sur la cuisinière, mais elle fit un geste silencieux, indiquant l'escalier. « Vite, elle revient dans 2 heures. » Marine monta en courant, Luc juste derrière. Ils entrèrent dans la chambre d'Hélène, maintenant vide et encore plus triste sans la présence de la vieille dame. Marine alla directement à l'armoire, cherchant la fausse cloison. Il fallut quelques minutes pour la trouver. C'était un panneau de bois qui bougeait lorsqu'on appuyait dans le bon coin. Derrière, encastrée dans le mur, se trouvait une petite boîte en bois sculpté. Marine la tira avec précaution et l'ouvrit. À l'intérieur, un coffre-fort numérique. Elle tapa le code qu'Irène avait donné. Le coffre émit un bip et s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un trésor de vérité. De vieilles lettres, des documents originaux de la famille, des copies de testaments, des photographies jaunies. Et plus important encore, une enveloppe blanche avec l'écriture tremblante d'Hélène. « Pour mon fils Robert, au cas où il m'arriverait quelque chose. » Marine ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, 2 feuilles manuscrites où Hélène décrivait tout. Les abus, la manipulation, les menaces, les modifications de médicaments. Et à la fin, un numéro de téléphone avec l'indicatif de la Suisse. Elle prit son portable, les mains tremblantes, et composa le numéro. Une sonnerie. 2. 3. Puis, une voix masculine, fatiguée, répondit en français. « Allô ?» Marine respira profondément. « Monsieur Robert Brandon. »« Oui, qui est à l'appareil ?»« Je m'appelle Marine Olivier. Je me suis occupée de votre mère. Monsieur, vous devez savoir quelque chose de très grave. Votre mère est à l'hôpital dans un état grave et votre femme l'empêche de recevoir le traitement nécessaire. » Il y eut un silence de l'autre côté. « Quoi? Comment ça? »« J'ai parlé à ma mère hier. Elle a dit qu'elle allait bien, qu'elle était juste fatiguée. » « Ce n'est pas votre mère qui a répondu, monsieur Robert. C'est votre femme. Elle utilise le portable de madame Hélène, se fait passer pour elle, vous trompant sur son état réel. C'est absurde. Pour qui? Vous prenez-vous pour porter une telle accusation? » Marine sentit l'urgence lui serrer la poitrine. « Monsieur, j'ai des preuves, des enregistrements, des documents, le journal de votre mère, tout. Votre femme drogue madame Hélène, la garde prisonnière, prévoit de la faire mettre sous tutelle et de prendre le contrôle des biens de la famille. Vous devez rentrer en France, maintenant. » La voix de Robert vacilla. « Des preuves? Quel genre de preuves ?» Marine commença à tout décrire rapidement. Les enregistrements de la clé USB, les conversations entre Béatrice et le médecin, les documents falsifiés, la boîte cachée, l'état déplorable dans lequel Hélène se trouvait lorsqu'elle a été emmenée à l'hôpital. Elle parla sans s'arrêter, avec désespoir, sachant que c'était sa seule chance. Robert resta silencieux pendant de longues secondes. Marine pouvait entendre sa respiration lourde, le choc en train d'être assimilé. Finalement, il parla, la voix brisée. « Ma mère est vraiment à l'hôpital ?»« Oui, monsieur, à l'hôpital américain de Paris, et elle a besoin d'une opération urgente. Mais votre femme, en tant que responsable légale, refuse d'autoriser. L'état de madame Hélène va empirer si rien n'est fait. » Mon Dieu, je lui ai fait confiance, totalement confiance. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Vous ne pouviez pas savoir. Elle est très intelligente, très calculatrice. Robert respira profondément. Je rentre. Je prends le premier vol. Mais j'ai besoin de ces preuves. Toutes. Pouvez-vous me les envoyer? Oui. Je vais tout vous envoyer par email tout de suite. Et Marine, encore une chose. Je ne peux pas revenir en tant que Robert. Si elle sait que je suis en France,
Elle va tout détruire, faire disparaître les preuves, menacer les témoins. Je dois arriver sans être remarqué. Je dois voir de mes propres yeux ce qui se passe dans ma propre maison. Marine comprit immédiatement. Avez-vous une idée de comment faire? J'en ai une. L'entreprise a un contrat avec un prestataire de services de maintenance électrique. Ils entrent et sortent de la maison fréquemment. Béatrice ne regarde même pas ses employés. Elle les traite comme s'ils étaient invisibles. Je vais me faire passer pour l'un d'eux. Marine sentit une lueur d'espoir. Ça peut marcher. Je vais tout organiser d'ici. Ça devrait prendre environ 2 jours avant que j'arrive. En attendant, j'ai besoin que vous gardiez un œil sur l'hôpital. Ne laissez rien arriver à ma mère. Je vais obtenir une ordonnance du tribunal pour assumer temporairement sa responsabilité légale. J'ai des avocats qui peuvent faire ça rapidement. Comptez sur moi, je resterai avec elle. Et Marine, merci. Merci de ne pas avoir abandonné ma mère quand il aurait été tellement plus simple d'ignorer. Marine raccrocha le téléphone, les larmes aux yeux. À côté d'elle, Luc souriait. On a réussi, Serette. On a réussi. Ils sortirent de la maison de la même manière qu'ils étaient entrés, rapides et discrets. Irène les attendait dans la cuisine. « Vous avez réussi ?»« Oui, il revient, et il va rendre justice. » Irène ferma les yeux et murmura une prière silencieuse. « Dieu merci. Cette femme doit payer pour ce qu'elle a fait. » Les 2 jours suivants furent des montagnes russes d'émotions. Marine vécut pratiquement à l'hôpital, dormant sur des chaises inconfortables, mangeant ce qu'elle pouvait acheter aux distributeurs automatiques, mais gardant toujours un œil sur Hélène. La vieille dame restait sous sédatif, mais les médecins disaient qu'elle répondait bien au traitement initial. L'opération, cependant, ne pouvait plus attendre. Béatrice se présenta 2 fois à l'hôpital. La première fois, elle tenta de convaincre les médecins de transférer Hélène dans une clinique privée où elle aurait plus de contrôle. Les médecins, alertés par Marine et par les incohérences de l'affaire, refusèrent. La deuxième fois, Béatrice tenta de confronter Marine directement. « Vous continuez de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Ça va très mal finir pour vous. » Marine la fixa sans crainte. « La seule chose qui va mal finir, c'est pour ceux qui ont fait du mal à une vieille dame sans défense. » Béatrice sourit, un sourire glacial. « Vous n'avez aucune idée de qui vous avez en face de vous. »« Si, j'en ai une. Et bientôt, beaucoup de gens le sauront aussi. » Béatrice partit furieuse, ses talons résonnant dans le couloir. Marine savait qu'elle avait provoqué la bête, mais peu lui importait. Robert était en route, et avec lui viendrait la vérité. Le 3e jour, au matin, Marine reçut un message d'un numéro inconnu. « Je suis arrivé, je vais à la maison maintenant. Gardons le contact. » C'était Robert. Marine imagina la scène. Un homme riche et puissant, vêtu d'un uniforme d'électricien, casque, fausse barbe, circulant dans sa propre maison sans être reconnu par sa femme. Il y avait quelque chose de théâtral là-dedans, mais aussi de justice poétique. Robert entra dans la maison en tant que Louis, électricien d'Electroserve, l'entreprise qui fournissait effectivement des services à la résidence. Béatrice était dans le salon, au téléphone, discutant de quelque chose avec quelqu'un au sujet de procédures judiciaires. Elle le regarda à peine quand il entra. « Bonjour, madame. Je viens vérifier l'installation électrique du 2e étage. On signale une instabilité. » Béatrice fit un geste nonchalant de la main sans même lever les yeux de son portable. « Faites ce que vous avez à faire et fichez le camp. » Robert monta les escaliers, le cœur battant à tout rompre. Chaque pièce de cette maison lui était familière, mais en même temps, tout semblait différent. Il y avait une froideur, une sensation d'oppression qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Il arriva dans la chambre de sa mère et sentit un pincement au cœur. La chambre était vide maintenant, mais les signes étaient tous là. Le lit sans drap propre, l'odeur de moisi, les lourds rideaux bloquant la lumière, la boîte de médicaments sur la table de chevet. Il prit la boîte et photographia les étiquettes. Puis, il ouvrit les tiroirs et trouva des ordonnances médicales. Il photographia tout. Il redescendit et, avec son portable caché dans la main, commença à enregistrer. Il circula dans la maison, feignant de vérifier les prises et les disjoncteurs, mais en réalité captant des conversations. Béatrice était de nouveau au téléphone, cette fois avec quelqu'un qui semblait être le docteur Maurice Lemoine. « Oui, je sais qu'elle est à l'hôpital, mais je n'autorise aucune opération. Plus elle reste affaiblie, mieux c'est pour nous.
Oui, la procédure de mise sous tutelle est presque prête. Il ne manque que la signature du juge. Quand ce sera fait, tout sera à mon nom. Tu recevras ta part, ne t'inquiète pas. Robert sentit la bile lui monter à la gorge. C'était vrai. Tout ce que Marine avait dit était vrai. Il continua d'enregistrer. Béatrice passa 2 autres appels. Dans le premier, elle discutait avec quelqu'un de la nécessité de payer un ancien employé pour qu'il se taise. Dans le second, elle menaçait à mots couverts quelqu'un qui semblait être un témoin. Robert quitta la maison 2 heures plus tard, le portable rempli d'enregistrements, de photos et de preuves. Il se rendit directement au bureau de ses avocats, dans le centre de Paris. Il posa tout sur la table et dit « Je veux cette femme loin de ma mère. Je veux qu'elle soit poursuivie. Je veux la justice. » Les avocats travaillèrent rapidement. En 48 heures, ils obtinrent une ordonnance de référé retirant à Béatrice la responsabilité légale d'Hélène et transférant tous les pouvoirs à Robert. Ils avaient également une plainte formelle contre elle et contre le docteur Maurice Lemoine pour maltraitance, séquestration, faux et usage de faux et abus de confiance. Robert se rendit personnellement à l'hôpital pour autoriser l'opération. Marine était là, au chevet d'Hélène, quand il entra. Elle le reconnut immédiatement, même sans son déguisement. Il était grand, avait les mêmes yeux doux que sa mère, mais ils étaient maintenant rouges et gonflés. « Marine, je vous rencontre enfin en personne. Je ne sais même pas comment vous remercier. » « Vous n'avez pas à me remercier. J'ai fait ce que n'importe qui aurait dû faire. Mais vous avez tout risqué. Votre sécurité, votre emploi, tout. Pour une personne que vous ne connaissiez même pas. » Marine regarda Hélène, toujours endormie. Si, je la connaissais. Je connaissais sa souffrance, et je ne pouvais pas l'ignorer. Robert prit la main de sa mère et pleura. Il s'assit au bord du lit et resta là en silence pendant de longues minutes. Puis il se tourna vers Marine. « L'opération aura lieu demain matin. Les médecins sont confiants. Elle va s'en remettre. Dieu merci. Et quant à Béatrice, je vais la convoquer pour une réunion. Au bureau de la maison. Je veux la confronter personnellement. Je veux qu'elle sache que je sais tout, et je veux qu'elle paie pour chaque seconde de souffrance qu'elle a causée à ma mère. » Marine hocha la tête. Il était temps que la vérité éclate. Il était temps que justice soit faite. Le lendemain, Hélène fut emmenée en chirurgie. Marine et Robert attendirent ensemble dans la salle d'attente, buvant du mauvais café de machine, parlant de la vie, des choix, des regrets. Robert raconta comment il avait rencontré Béatrice lors d'un événement d'entreprise, comment il avait été séduit par son élégance et son intelligence, comment il ne s'était jamais méfié de ses véritables intentions. Elle était si convaincante, si parfaite, et j'étais seul, fatigué de tant travailler. Ma mère a essayé de m'avertir au début, vous savez. Mais je n'ai pas voulu écouter. J'ai cru que c'était juste de la jalousie de mère, la peur de perdre son fils, comme je me suis trompé. Vous ne pouviez pas savoir. Les gens comme ça sont des experts en tromperie. Mais j'aurais dû faire plus attention. J'aurais dû lui rendre visite plus souvent, appeler plus. Souvent me méfier quand ma mère a commencé à paraître toujours fatiguée lors des appels vidéo. Marine posa une main sur son épaule. L'important, c'est que maintenant vous êtes là, et vous allez faire ce qu'il faut. L'opération dura 4 heures. Quand le médecin sortit enfin, il souriait. Tout s'est bien passé. Nous avons réussi à corriger l'occlusion. Elle aura besoin de soins intensifs pendant quelques jours, mais le pronostic est excellent. Robert serra Marine dans ses bras, soulagé. Luc, qui venait d'arriver, se réjouit également. Il était maintenant temps de régler les comptes avec Béatrice. Robert organisa la réunion pour le lendemain à 10 heures du matin dans le bureau de la maison. Il dit simplement qu'il devait discuter d'affaires financières urgentes. Béatrice arriva ponctuellement, élégante comme toujours, mais avec une expression légèrement tendue. Elle savait que quelque chose n'allait pas, mais n'imaginait pas l'étendue du désastre qui allait s'abattre sur elle. Robert était assis derrière le bureau, sérieux. À côté de lui, 2 avocats et un huissier de justice. Sur le bureau, des piles de documents, un ordinateur portable ouvert et un enregistreur. Béatrice entra et s'arrêta, les yeux parcourant la pièce. « Qu'est-ce que c'est, Robert? Je pensais que tu étais encore en Suisse. Je suis rentré il y a 3 jours, et j'ai découvert beaucoup de choses intéressantes. » Le ton de sa voix était tranchant, maîtrisé. Béatrice s'assit lentement, essayant de garder son sang-froid. « De quoi parles-tu » Robert ouvrit l'ordinateur portable
et tourna l'écran vers elle. Il commença à diffuser les enregistrements de la clé USB, les conversations avec le médecin, les discussions sur les dosages, les menaces aux employés. Béatrice pâlit. « D'où sors-tu ça ?»« De quelqu'un qui se soucie de ma mère plus que sa propre belle-fille. Quelqu'un qui a eu le courage de tout risquer pour faire ce qui est juste. » Il montra ensuite les photos des documents falsifiés, les enregistrements qu'il avait lui-même faits dans la maison, les ordonnances médicales modifiées. Il empila tout devant elle, un par un, comme des cartes dans un jeu de poker où il avait la main gagnante. Béatrice tenta de se défendre, tenta de prétendre que tout était un malentendu, qu'elle ne faisait que s'occuper de sa belle-mère, que les employés mentaient. Mais Robert ne lui laissa aucune marge. « Tu as gardé ma mère prisonnière, droguée, isolée. Tu as répondu à mes messages en te faisant passer pour elle. Tu as prévu de la faire mettre sous tutelle pour voler ce qui lui appartient. Et tu l'as presque tuée. » Béatrice se leva, furieuse. « Tu ne peux rien prouver de tout ça. »« Si, je le peux, et je l'ai déjà prouvé. Il y a une ordonnance de référé te retirant toute décision concernant ma mère. Il y a une procédure pénale engagée contre toi pour maltraitance, séquestration et fraude. Et il y a aussi une procédure de divorce qui est déposée aujourd'hui même. » Le visage de Béatrice se tordit, un mélange de colère, de peur et de désespoir. « Tu ne vas pas faire ça. C'est déjà fait. » Les avocats lui remirent les documents, notification judiciaire, demande d'éloignement, terme du divorce. Tout officiel, tamponné, signé. Béatrice tenta d'argumenter, tenta de menacer, mais se rendit compte qu'elle était piégée. Elle se leva, prit les documents et quitta la pièce sans dire un mot de plus, ses talons résonnant dans le couloir comme des coups de feu. Robert resta là, assis, respirant profondément. Il tremblait non pas de peur mais de colère contenue. Il lui fallut quelques minutes pour se ressaisir. L'un des avocats posa une main sur son épaule. « Vous avez fait ce qu'il fallait. Je l'espère. J'espère que ma mère pourra se remettre de tout ça. Elle le pourra, et elle vous aura à ses côtés cette fois. » Cet après-midi-là, Robert se rendit à l'hôpital. Hélène était déjà réveillée, encore faible, mais consciente. Quand elle vit son fils entrer dans la chambre, ses yeux s'emplirent de larmes. « Mon fils, tu es revenu. » Robert s'agenouilla, près du lit, lui prit la main et pleura. « Pardonne-moi, maman. Pardonne-moi de ne pas avoir remarqué, de ne pas avoir été là, d'avoir laissé faire ça. » Hélène lui caressa le visage. « Tu ne savais pas, mon fils. Elle était très maligne. Mais maintenant tu es là. Et tout va bien. » Marine observait depuis la porte, discrète, émue. Luc était à côté d'elle, les yeux humides également. Robert se tourna vers elle. « Marine, venez ici. » Elle s'approcha, timide. « Ma mère m'a tout raconté. Comment vous avez pris soin d'elle, comment vous avez tout risqué, comment vous n'avez pas abandonné même quand vous avez été expulsé et menacé. Je n'ai pas de mots pour vous remercier. J'ai seulement fait ce qui était juste. » Hélène prit la main de Marine. « Tu m'as sauvée, ma fille. Tu m'as donné une seconde chance de vivre. Et pour ça, je veux te faire une proposition. Je veux que tu sois la dame de compagnie officielle de ma mère, avec un salaire digne, un logement, tout. Toi et ton frère pouvez emménager dans la maison. Vous méritez une vie meilleure. » Marine regarda Luc, qui souriait. Elle regarda Hélène, qui hochait la tête. Elle regarda Robert, qui l'observait avec une gratitude sincère. « J'accepte. » Et ainsi, dans cette chambre d'hôpital, entre larmes et sourires, commença une nouvelle histoire. Une histoire de nouveau départ, de justice, de bonnes personnes, qui n'abandonnent pas même quand tout semble perdu. Une histoire d'amour, pas encore romantique, mais l'amour pour l'humanité, pour la compassion, pour le courage de faire ce qui est juste même quand c'est difficile. Et Marine, l'employée de maison qui vivait en se sacrifiant pour les autres, trouva enfin un endroit où elle était valorisée, respectée et aimée. Un endroit où elle pourrait enfin prendre aussi soin d'elle-même. Les mois qui suivirent furent une période de profonde transformation. La maison de Neuilly-sur-Seine, qui respirait auparavant l'oppression et la froideur, recommença à prendre vie. Les lourds rideaux furent remplacés par des tissus légers qui laissaient la lumière du soleil envahir les pièces. Les fenêtres restaient ouvertes, faisant entrer l'air frais et le chant des oiseaux du jardin. Hélène, qui avait passé tant de temps enfermée dans cette chambre sombre, marchait maintenant dans les couloirs d'un pas lent mais ferme,
appuyés tantôt sur Marine, tantôt sur Robert. Marine et Luc emménagèrent dans la maison un après-midi d'août. Ils apportèrent peu de choses, juste l'essentiel accumulé au fil des ans d'une vie modeste. Marine reçut une chambre spacieuse au 2e étage, près de celle d'Hélène, avec un lit confortable, une vieille armoire en bois massif et une fenêtre donnant sur le jardin. Luc s'installa dans une autre chambre du même couloir, plus petite mais confortable, avec un bureau où il pouvait étudier. Il s'était inscrit à une formation technique en mécanique, encouragé par Robert qui voulait aider le jeune homme à se construire un avenir meilleur. La routine de la maison changea complètement. Irène, la cuisinière qui avait tant risqué pour aider, fut promue gouvernante, avec une augmentation de salaire et une autonomie totale pour embaucher et gérer le personnel de maison. Elle choisit des personnes de confiance, des professionnels qui traitaient leur travail avec dignité et qui respectaient leurs employeurs, mais qui étaient aussi respectés par eux. Hélène se rétablissait jour après jour. L'opération avait été un succès, et avec des soins appropriés, une alimentation équilibrée et surtout sans la médication excessive qui la maintenait droguée, elle redevint la femme forte et lucide qu'elle avait toujours été. Marine accompagnait chaque étape de cette guérison, aidant aux exercices physiques recommandés par les kinésithérapeutes, parlant pendant des heures de la vie, des rêves, du passé et de l'avenir. Les deux femmes développèrent un lien profond. Hélène voyait en Marine la fille qu'elle n'avait jamais eue, et Marine voyait en Hélène la figure maternelle qu'elle avait perdue si tôt. Elle passait les après-midi dans le jardin, assise à l'ombre d'un tilleul centenaire, buvant du thé et partageant des histoires. Hélène racontait sa jeunesse, comment elle avait rencontré son mari, décédé depuis 10 ans, comment ils avaient bâti cette fortune par un travail honnête et un dévouement sans faille. Marine, de son côté, parlait de son enfance simple, de ses parents partis trop tôt, des sacrifices qu'elle avait faits pour Luc. « Tu as un très grand cœur, Marine, trop grand pour ce monde parfois si cruel. » Marine sourit, remuant le sucre dans son thé. « J'ai appris qu'il faut faire le bien, Madame Hélène, même si ce n'est que pour une seule personne. Ça fait une différence. » « Ça a fait toute la différence dans ma vie, ma fille. Tu m'as donné de l'espoir quand je n'en avais plus aucun. » Robert observait ces conversations de loin, souvent depuis la fenêtre de son bureau. Il y avait quelque chose en Marine qui le touchait profondément. Ce n'était pas seulement la gratitude d'avoir sauvé sa mère, bien que celle-ci fût immense. C'était la façon dont elle se souciait sincèrement des gens, dont elle traitait Hélène avec affection et patience, dont elle encourageait Luc à étudier et à rêver, dont elle parlait avec Irène et les autres employés comme s'ils étaient des amis. Marine avait une lumière propre, une bonté qui n'était ni feinte ni intéressée. Elle était réelle, pure, rare. Il commença à chercher des prétextes pour être près d'elle. Il posait des questions sur la santé d'Hélène, sur la façon dont la journée s'était passée, sur s'ils avaient besoin de quelque chose. Au début, Marine répondait formellement, maintenant la distance respectueuse entre patron et employé. Mais avec le temps, les conversations devinrent plus naturelles, plus longues, plus intimes. Un soir de septembre, Robert rentra tard à la maison, fatigué de réunions interminables. Il trouva Marine dans la cuisine préparant une tisane à la camomille. Elle avait mis Hélène au lit et n'arrivait pas à trouver le sommeil. « Encore debout? Il est plus de minuit. » Marine sursauta, se retournant vivement. « Oh, monsieur Robert, je ne m'attendais pas à ce que vous rentriez si tard. Voulez-vous une tisane? Je viens de la faire. »« Volontiers. Et s'il vous plaît, appelez-moi simplement Robert, ce monsieur me fait sentir vieux. » Elle sourit, prenant une autre tasse. « D'accord, Robert. » Ils s'assirent à la table de la cuisine, sous la douce lumière de la suspension. La maison était silencieuse, seulement le tic-tac de l'horloge murale et le son lointain des voitures sur l'avenue. « Comment s'est passée la journée? Ma mère va bien? » « Elle va très bien. Aujourd'hui, elle a marché jusqu'au portail du jardin sans aide. C'était émouvant de voir la joie sur son visage. » Robert sourit, remuant sa tisane. « Elle a tellement changé. Elle est redevenue celle qu'elle était avant. Grâce à vous. Grâce à Dieu et aux médecins aussi. Non, Marine, grâce à vous. Vous n'aviez pas besoin de faire quoi que ce soit. Vous auriez pu simplement accepter l'argent, faire votre travail et partir. Mais vous avez choisi de vous en soucier. Vous avez choisi de tout risquer. » Marine baissa les yeux. « Je n'aurais pas pu vivre avec moi-même si j'avais ignoré sa souffrance. »
Et c'est pour ça que vous êtes spécial. Vous avez quelque chose que beaucoup de gens ont perdu. Une véritable empathie. » Il y eut un silence confortable. Robert l'observait, remarquant pour la première fois les détails de son visage. Ses yeux marrons honnêtes, ses mains calleuses par le travail, son expression sereine. Il y avait une beauté là, non pas la beauté artificielle et calculée de Béatrice, mais quelque chose d'authentique, de naturel. « Marine, puis-je vous poser une question personnelle ?» Elle leva les yeux. « Bien sûr. N'avez-vous jamais pensé à faire autre chose? Étudier? Suivre une carrière différente ?» Marine soupira. « J'y ai pensé. J'y ai toujours pensé. Mais après le départ de mes parents, j'ai dû assumer des responsabilités. Luc était très petit et quelqu'un devait travailler. J'ai quitté le lycée. J'ai commencé à faire des ménages. Et c'est ainsi que ça s'est passé. Je ne le regrette pas parce que j'ai pris soin de mon frère, mais parfois je pense à ce qui aurait pu être. Il n'est pas trop tard, vous savez. Vous êtes encore jeune, vous pouvez reprendre vos études, faire ce que vous voulez. Peut-être un jour. Pour l'instant, je suis heureuse ici, en m'occupant de Madame Hélène, en voyant mon frère grandir. C'est plus que ce que j'attendais de la vie. » Robert sentit une vague d'émotion. Il y avait tant de dignité chez cette femme, tant de force silencieuse. Il avait rencontré tant de gens au cours de sa vie, des gens riches, puissants, influents, mais peu avec la richesse, de caractère que possédait Marine. Les semaines passèrent et la proximité entre eux grandissait. Robert commença à déjeuner plus souvent à la maison, s'asseyant à table avec Hélène, Marine et Luc. Les repas étaient joyeux, avec des conversations sur tout, de la politique au football. Luc et Robert développèrent une amitié inattendue, l'homme d'affaires offrant des conseils sur la carrière et la vie, et le jeune homme apportant une perspective fraîche et honnête sur le monde. Hélène observait tout avec un sourire aux lèvres. Elle voyait ce qui se passait entre son fils et Marine, voyait la façon dont il la regardait, comment il cherchait sa compagnie, comment il souriait quand elle entrait dans la pièce. Et elle voyait aussi comment Marine, bien qu'elle essayât de garder son sang-froid, commençait à répondre à ses sentiments. Les regards duraient un peu plus longtemps, les sourires étaient plus fréquents, les conversations se prolongeaient tard dans la nuit. Un après-midi d'octobre, Hélène appela Marine pour une conversation privée dans sa chambre. « Assieds-toi ici, ma fille. Je veux te parler de quelque chose. » Marine s'assit dans le fauteuil à côté du lit, curieuse. « Oui, Madame Hélène ? As-tu déjà remarqué que mon fils s'intéresse à toi ?» Marine sentit son visage rougir. « Madame Hélène, je ne sais pas de quoi vous parlez. Pas besoin de faire semblant avec moi, ma chérie. J'ai des yeux, et j'ai de l'expérience. Je vois la façon dont il te regarde. Et je vois aussi la façon dont tu le regardes. » Marine baissa la tête. « Je sais que ce ne serait pas approprié. C'est mon patron, je travaille ici. Ce serait étrange, ce serait compliqué. » « Sottise, mon fils est libre, tu es libre, et vous êtes deux personnes merveilleuses qui se respectent et s'admirent. Pourquoi ce serait mal? Parce que je viens d'un monde complètement différent. Je suis une employée de maison, il est un riche homme d'affaires. Les gens vont parler, vont juger. » Hélène prit la main de Marine. « Ma fille, j'ai appris dans la vie que le véritable amour est rare, très rare. Et quand il se présente, il faut le saisir avec force, peu importe ce que les autres disent. Robert a été marié à une femme qui avait tout sur le papier, la beauté, l'éducation, la classe sociale. Et regarde où ça a mené. Elle était pourrie de l'intérieur. Toi, au contraire, tu as quelque chose qu'aucun argent ne peut acheter, un bon cœur. Et c'est ça qui compte. » Marine sentit ses yeux s'embuer. « Mais, et si ça ne marche pas? Et si je ne suis pas assez bien pour lui? Tu es déjà plus qu'assez bien. Et il le sait. Il a juste peur de te faire peur, que tu penses qu'il profite de sa position. Mais je connais mon fils. Il t'admire vraiment. Il te respecte vraiment. Donne-vous une chance, Marine. Donne une chance au bonheur. » Cette nuit-là, Marine ne put dormir. Elle se retourna dans son lit, pensant aux mots d'Hélène, pensant à Robert, pensant à la possibilité de quelque chose qui semblait si improbable. Elle s'était habituée à vivre pour les autres, à sacrifier ses propres désirs. L'idée d'être heureuse, d'être aimée, lui semblait presque égoïste. Mais en même temps, pour la première fois depuis de nombreuses années, elle se permit de rêver. Elle se permit d'imaginer un avenir différent, un avenir où elle ne serait pas seulement l'aide-soignante, la sœur, l'employée,
mais simplement Marine, une femme avec des rêves, des désirs, avec le droit au bonheur. Robert, de son côté, était également tourmenté par des sentiments contradictoires. Il savait qu'il tombait amoureux de Marine, mais ne savait pas comment aborder le sujet. Il avait peur de l'offenser, qu'elle pense qu'il était inapproprié, de ruiner la relation de confiance qu'ils avaient construite. Ce fut Hélène qui prit l'initiative de les réunir. Un soir de novembre, elle fit semblant de ne pas se sentir bien et demanda à Robert et Marine de rester avec elle. Ils passèrent des heures à parler, tous les trois, ensemble, de la vie, du passé, des projets futurs. Et quand Hélène dit enfin qu'elle allait mieux et qu'elle allait dormir, elle s'assura de les laisser seuls sur le balcon de la chambre, sous le ciel étoilé de Paris. Robert et Marine restèrent là, en silence, observant la ville illuminée au loin, jusqu'à ce que Robert trouve enfin le courage. « Marine, puis-je vous dire quelque chose ?» Elle se tourna vers lui. « Bien sûr. Je sais que cela peut paraître étrange, et si vous voulez me dire de me taire, je comprendrai, mais je dois être honnête. Ces derniers mois ont été les meilleurs de ma vie, et ce n'est pas seulement parce que ma mère se rétablit, c'est parce que vous êtes ici. Vous avez apporté de la lumière dans cette maison, vous avez apporté de la joie, de la chaleur, de la vie, et je ne peux plus imaginer mes journées sans vous. » Marine sentit son cœur s'accélérer. « Robert, je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire maintenant. Je voulais juste que vous le sachiez. Je voulais que vous sachiez que je vous admire immensément, que je vous respecte et que je commence à ressentir quelque chose de très fort pour vous, quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis longtemps. Peut-être que je ne l'ai jamais vraiment ressenti. » Marine sentit les larmes couler. Elle avait passé tant de temps à garder ses propres sentiments, à essayer de maintenir la distance professionnelle, qu'entendre cela était à la fois libérateur et effrayant. « Je ressens aussi quelque chose, Robert. J'ai peur de l'admettre. J'ai peur que ce soit mal, mais je le ressens. Quand vous rentrez à la maison, ma journée s'illumine. Quand nous parlons, je me sens vu, entendu, valorisé. Mais j'ai si peur. Peur de ne pas être assez, peur que les différences entre nous soient trop grandes. » Robert s'approcha et lui prit les mains. « Les seules différences d'entre nous sont celles que d'autres personnes ont créées. Je ne vois pas une employée de maison quand je vous regarde. Je vois une femme incroyable, forte, courageuse, bienveillante. Je vois quelqu'un qui me donne envie d'être une meilleure personne. Et c'est tout ce qui compte pour moi. » Marine le regarda dans les yeux et vit une sincérité pure. Elle vit un homme qui avait été trompé, blessé, mais qui croyait encore au véritable amour. Elle vit quelqu'un qui la voyait pour ce qu'elle était vraiment, pas pour ce qu'elle faisait. Et alors, sous les étoiles de Paris, ils s'embrassèrent pour la première fois. Un baiser doux, timide, chargé d'émotions et de promesses. Un baiser qui scellait non seulement une romance, mais un partenariat basé sur le respect, l'admiration et l'amour sincère. Depuis la chambre, cachée derrière le rideau, Hélène observait avec des larmes de joie dans les yeux. Son fils avait enfin trouvé quelqu'un qui l'aimait pour ce qu'il était, pas pour ce qu'il avait. Et Marine, la jeune femme qui lui avait sauvé la vie, se permettait enfin d'être heureuse. Les mois suivants furent ceux d'une relation discrète mais heureuse. Robert et Marine ne cachaient pas leur relation, mais ne l'annoncèrent pas non plus sur tous les toits. Luc fut d'abord surpris, puis la soutint complètement. Il voyait à quel point sa sœur était différente, plus légère, plus souriante, plus vivante. Irène et les autres employés se réjouirent également, heureux de voir deux bonnes personnes trouver le bonheur ensemble. Robert fit découvrir Paris à Marine d'une manière qu'elle n'avait jamais connue. Dîner dans des restaurants élégants, promenade au jardin du Luxembourg au crépuscule, visite de musées et de théâtres. Mais leur moment préféré à tous les deux était les plus simples. Regarder un film à la maison, se promener dans le jardin, main dans la main, parler jusqu'à tard dans la nuit de leurs rêves et de leurs projets. Robert encouragea Marine à reprendre ses études. Il lui paya un cours de préparation pour qu'elle termine le lycée et ensuite l'inscrivit à l'université en carrière sociale. Marine avait découvert une vocation pour aider les personnes vulnérables et voulait transformer cette vocation en profession. Quant au procès contre Béatrice, les choses avancèrent rapidement. Avec toutes les preuves présentées, elle fut condamnée pour maltraitance, faux et usage de faux, et abus de confiance. Le docteur Maurice Lemoine fut également puni, perdant son droit d'exercer et faisant face à des poursuites pénales.
Béatrice tenta de négocier, de menacer, mais sans succès. Elle perdit tout, la maison, le statut, la liberté conditionnelle qui lui fut imposée. Robert ne lui reparla jamais. Le divorce fut finalisé sans qu'il se voie en personne. Il ne ressentait pas de colère, seulement de la pitié. Pitié pour quelqu'un qui avait tant, mais qui était si vide à l'intérieur qu'elle avait besoin de détruire les autres pour se sentir puissante. Un après-midi de décembre, près d'1 an après que Marine soit entrée pour la première fois dans cette maison, Robert l'emmena de nouveau dans le jardin près du tilleul, là où tant de conversations importantes avaient eu lieu. Hélène était là, assise dans son fauteuil préféré, souriante. « Marine, cette année a été la plus incroyable de ma vie. Tu m'as appris ce qu'est le courage, ce qu'est la bonté, ce qu'est le véritable amour, et je ne veux plus un seul jour sans toi à mes côtés. » Il s'agenouilla, sortant une petite boîte en velours de sa poche. « Épouse-moi, Marine. Pas parce que tu as sauvé ma mère, pas parce que je suis reconnaissant, mais parce que tu es la personne avec qui je veux construire une vie, parce que je t'aime d'une manière que je ne savais même pas possible. » Marine regarda la boîte, Robert, Hélène qui pleurait d'émotion, et sentit son cœur déborder de bonheur. « Oui, oui, je le veux. » Luc apparut de derrière un arbre, souriant et applaudissant. Irène et les autres employés étaient là aussi, cachés, tous célébrant. Il y avait du champagne, de la musique, de la joie. Le mariage fut fixé pour mars de l'année suivante, une cérémonie intime dans les jardins de la maison, sous le tilleul. Seulement la famille proche et les vrais amis. Marine portait une robe simple mais élégante, choisie par Hélène. Luc fut le témoin. Irène s'occupa personnellement du banquet, et lorsque l'officiant les déclara mari et femme, il n'y avait pas un œil sec parmi les invités. Mais l'histoire de Marine et Robert ne s'arrêta pas là. Inspirés par tout ce qu'ils avaient vécu, ils décidèrent d'utiliser leur expérience et leurs ressources pour aider d'autres personnes. Ils créèrent une fondation à but non lucratif dédiée à la protection des personnes âgées victimes de négligence et d'abus. L'organisation offrait une assistance juridique gratuite, un soutien psychologique, des soins médicaux et surtout un espace sûr où ces personnes pouvaient être entendues et protégées. Marine devint la directrice exécutive de la fondation, appliquant tout ce qu'elle avait appris à l'université et tout ce qu'elle avait vécu dans la pratique. Elle visitait personnellement chaque cas, parlait avec chaque personne âgée, s'assurait que personne ne soit laissé pour compte. Robert s'occupait de la partie administrative et financière, utilisant ses contacts dans le monde des affaires pour obtenir des dons et des partenariats. Luc, qui avait obtenu son diplôme de technicien en mécanique, créa un garage solidaire au sein de la fondation, enseignant un métier à des jeunes en situation de vulnérabilité, leur donnant la même chance que Robert lui avait donnée. Hélène, malgré son âge avancé, s'impliqua également dans le projet. Elle donnait des conférences dans les écoles et lors d'événements sur l'importance de prendre soin des aînés, sur la manière d'identifier les signes d'abus, sur comment porter plainte. Son histoire émouvait les foules et inspirait des changements. La maison de Neuilly-sur-Seine se transforma en un véritable foyer. Un endroit où l'amour était cultivé, où les différences étaient célébrées, où chaque personne était valorisée pour ce qu'elle était, pas pour ce qu'elle avait. Les murs qui avaient autrefois été témoins de souffrance résonnaient maintenant de rires, de conversations, de musique. Et Marine, l'employée de maison qui était un jour arrivée là en cherchant simplement un salaire pour payer ses factures, parcourait maintenant les mêmes couloirs en tant que maîtresse de maison, épouse aimée, directrice d'une organisation qui changeait des vies. Mais malgré toutes les transformations, elle n'oublia jamais d'où elle venait. Elle ne perdit jamais son humilité, son empathie, sa volonté de faire la différence. Car Marine savait que la vraie richesse ne se trouvait pas dans les meubles coûteux, les lustres en cristal ou les comptes en banque. Elle se trouvait dans les liens humains, dans la capacité de se soucier de son prochain, dans le courage de faire ce qui est juste même quand c'est difficile. Et cette richesse, elle la portait en elle depuis toujours, bien avant de rencontrer Robert, bien avant d'entrer dans cette maison. C'était la richesse d'un bon cœur, et ça, personne ne pourrait jamais le lui enlever. 3 ans s'étaient écoulés depuis ce mariage émouvant dans les jardins de la maison. La vie de Marine avait changé d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer ce matin gris de juin, lorsqu'elle était entrée pour la première fois dans cette maison,
en tant qu'employée temporaire. Maintenant, à 35 ans, elle était Marine Olivier Brandon, épouse de Robert, directrice exécutive de l'une des fondations de protection des personnes âgées les plus respectées de Paris, étudiante universitaire sur le point d'obtenir son diplôme en carrière sociale. Mais par-dessus tout, elle était une femme qui avait enfin trouvé sa place dans le monde. La fondation qu'ils avaient créée avait connu une croissance impressionnante. Ce qui avait commencé comme un projet pilote avec une petite équipe comptait maintenant 3 antennes dans différentes régions de Paris, plus de 50 employés, dont des assistants sociaux, des avocats, des psychologues et des aides-soignants, et avait traité plus de 1000 cas au cours des dernières années. Chaque histoire était différente, mais toutes partageaient le même noyau de souffrance qu'Hélène avait connu. Isolement, manipulation, négligence, abus déguisés en soins. Marine se consacrait à son travail avec une passion inébranlable. Elle connaissait personnellement chaque personne âgée prise en charge par la Fondation, visitait régulièrement les antennes, participait aux réunions de cas, suivait les procédures judiciaires. Il y avait en elle quelque chose qui inspirait une confiance immédiate. Peut-être était-ce sa voix calme et accueillante, peut-être son regard honnête, ou peut-être simplement le fait qu'elle se souciait vraiment. Les gens le sentaient. L'une des histoires qui marqua le plus Marine fut celle de M. Joachim, un homme de 82 ans qui avait été signalé par une voisine inquiète. Il vivait seul, dans une simple maison du nord de Paris. Et le petit-fils qui devait s'occuper de lui apparaissait rarement, mais n'hésitait pas à prendre l'argent de sa retraite chaque mois. Lorsque Marine arriva pour la première fois chez lui, elle trouva M. Joachim maigre, la maison sale, le réfrigérateur vide, assis sur une vieille chaise à regarder une télévision à tube cathodique sans son. « Bonjour, Monsieur Joachim, je m'appelle Marine. Je suis venu discuter avec vous et voir si je peux vous aider en quoi que ce soit. » Le vieil homme la regarda avec méfiance. « Je n'ai pas besoin d'aide. Tout va bien ici. » Mais Marine savait reconnaître les signes. Elle s'assit à côté de lui sans se presser et commença à parler. Elle parla de la vie, de Paris, de football. Peu à peu, M. Joachim s'ouvrit. Il raconta l'histoire de sa femme, partie 5 ans plus tôt, de son fils qui vivait loin, de son petit-fils qui promettait de revenir, mais ne revenait jamais. « Vous vous sentez seul, n'est-ce pas ?» Les yeux du vieil homme s'emplirent de larmes. « Très, très seul. » Marine lui prit la main. « Vous n'avez plus besoin d'être seul. Nous allons prendre soin de vous. » Et ils le firent. La Fondation fournit une aide soignante qui rendait visite à M. Joachim 3 fois par semaine, s'assura qu'il recevait une alimentation adéquate, organisa des rendez-vous médicaux et surtout engagea une procédure contre le petit-fils pour abus de confiance et négligence. M. Joachim commença à fréquenter un groupe de convivialité pour personnes âgées que la Fondation entretenait, où il se fit des amis, jouait au domino, racontait des histoires. Quelques mois plus tard, lorsque Marine alla lui rendre visite à nouveau, elle trouva un homme complètement différent. Il avait pris du poids, son visage était coloré, ses yeux brillaient. « Madame Marine, vous m'avez sauvé. Je ne voulais plus vivre, vous savez, mais maintenant j'ai des raisons. J'ai les amis du groupe, j'ai Célia qui vient me tenir compagnie. J'ai vous qui vous souciez de moi. » Marine serra le vieil homme dans ses bras, ému. « Vous méritez d'être heureux, monsieur Joachim. Tout le monde le mérite. » Les cas comme celui de monsieur Joachim se multipliaient. Chaque semaine, de nouveaux signalements arrivaient. Certains par téléphone, d'autres par email, beaucoup par recommandation d'hôpitaux et d'assistants sociaux. Chaque cas était traité avec sérieux, avec dévouement, avec humanité. La Fondation était à but non lucratif. Toutes les ressources collectées étaient réinvesties pour étendre les services, embaucher plus de professionnels, améliorer la structure. Robert était tout aussi impliqué. Il avait réduit sa charge de travail dans l'entreprise familiale pour pouvoir se consacrer davantage au projet. Il participait aux réunions stratégiques, cherchait des partenariats avec d'autres organisations, discutait avec des politiciens de la nécessité de lois plus strictes pour protéger les personnes âgées vulnérables. Mais son moment préféré était lorsqu'il accompagnait Marine lors des visites. Voir la façon dont elle interagissait avec les gens, comment elle parvenait à gagner leur confiance, comment elle transformait la souffrance en espoir, le faisait tomber encore plus amoureux d'elle. Hélène, maintenant âgée de 74 ans,
était plus active que jamais. Sa guérison complète avait pris du temps, mais elle était redevenue la femme vibrante qu'elle avait toujours été. Elle participait aux activités de la Fondation en tant que bénévole, donnant des conférences, rendant visite à des personnes âgées, offrant son témoignage personnel comme preuve qu'il était possible de surmonter même les situations les plus difficiles. Elle était devenue une sorte de symbole de résistance et d'espoir. Luc, maintenant âgé de 26 ans, était devenu un homme responsable et dévoué. Le garage solidaire qu'il coordonnait avait déjà formé plus de 100 jeunes en mécanique automobile, dont beaucoup avaient trouvé un emploi dans de bonnes entreprises. Il avait également commencé à fréquenter Clarisse, l'ancienne aide cuisinière de la maison qui avait aidé Marine dans ses jours terribles. Tous deux construisaient ensemble une vie simple, mais heureuse. Mais tout n'était pas rose. Le travail à la Fondation était émotionnellement éprouvant. Marine rentrait de nombreuses nuits épuisée, portant le poids des histoires qu'elle entendait, des situations dont elle était témoin. Il y avait des cas qui se terminaient bien, mais il y en avait d'autres qui arrivaient trop tard, où le mal était déjà fait, où la justice tardait tellement que la souffrance se prolongeait indéfiniment. Une nuit particulièrement difficile, après avoir perdu un cas important en justice, où une personne âgée resterait sous la garde d'une belle-fille abusive à cause de failles juridiques, Marine rentra à la maison et s'effondra. Robert la trouva assise par terre dans la chambre, pleurant, la tête entre les mains. « Mon amour, que s'est-il passé ?» Elle le regarda avec des yeux rouges. « J'ai échoué, Robert. Ce monsieur Antoine, il va continuer à souffrir et je n'ai pas pu l'empêcher. » Robert s'assit à côté d'elle et la serra dans ses bras. « Tu n'as pas échoué. Tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir. C'est le système qui a échoué. Mais ce n'est pas suffisant. Il a besoin d'aide maintenant. Pas dans des mois quand nous pourrons faire appel. Marine, tu as déjà aidé des centaines de personnes. Des centaines. Tu ne peux pas sauver tout le monde toute seule, c'est impossible. Mais chaque personne que tu sauves, chaque vie que tu transformes est une victoire. C'est la preuve que ça vaut la peine de continuer. » Marine appuya sa tête sur son épaule. « Parfois, je me demande si j'en fais assez, si je ne devrais pas en faire plus. Tu en fais plus que la plupart des gens ne le feront jamais, et tu le fais avec amour, avec dévouement. C'est déjà énorme. » Ils restèrent là, enlacés sur le sol de la chambre, en silence, jusqu'à ce que Marine se calme. Robert savait que ces crises surviendraient de temps en temps, que le poids du travail était lourd, mais il savait aussi que Marine n'abandonnerait pas. Elle n'était pas du genre à abandonner. Avec le temps, la Fondation commença à être reconnue par le public. Articles dans les journaux, reportages dans les émissions de télévision, prix d'organisation sociale. Marine était fréquemment invitée à donner des conférences dans des universités, des événements d'entreprise, des conférences sur les droits de l'homme. Elle acceptait quelques invitations, en particulier celles dans les écoles et les universités, car elle croyait qu'il était important d'inspirer la prochaine génération de professionnels. Lors d'une de ces conférences, dans une faculté de droit de l'Ouest de Paris, Marine raconta sa propre histoire. Elle parla de ses débuts en tant qu'employée de maison, de la façon dont elle avait trouvé Madame Hélène souffrant en silence, de la façon dont elle avait décidé de tout risquer pour faire ce qui était juste. Elle parla des difficultés, des peurs, des moments où elle avait voulu abandonner. Mais elle parla aussi des victoires, des vies transformées, de la joie de voir une personne âgée sourire à nouveau. À la fin de la conférence, une jeune étudiante leva la main. « Comment trouvez-vous la force de continuer quand les cas sont si difficiles ?» Marine réfléchit un instant avant de répondre. « Je trouve la force en me souvenant de la raison pour laquelle j'ai commencé. Je me souviens du visage de Madame Hélène dans cette chambre sombre, de ses yeux demandant de l'aide. Je me souviens de chaque personne que nous avons réussi à aider, de chaque sourire que nous avons réussi à ramener. Et je me souviens que si j'abandonne, qui s'occupera de ces personnes? Quelqu'un doit être là. Et si ce n'est pas moi, qui sera-ce? » La salle entière applaudit. De nombreux étudiants s'approchèrent ensuite, intéressés à faire un stage à la Fondation, à contribuer d'une manière ou d'une autre. Marine en sortit renouvelée, se rappelant que son travail avait un impact non seulement sur les personnes âgées qu'elle aidait directement, mais aussi sur la société dans son ensemble, inspirant d'autres personnes à se soucier, à agir. À la maison, la dynamique s'était établie dans une routine affectueuse et équilibrée.
Marine et Robert dînaient ensemble autant que possible, parlant de leur journée, partageant leurs préoccupations et leurs joies. Hélène se joignait souvent à eux, apportant des histoires du groupe de bénévoles ou des commentaires sur une série qu'elle regardait. Luc venait le week-end avec Clarisse, et la maison se remplissait de rires et de conversations animées. C'est lors d'une de ces réunions de week-end, un dimanche ensoleillé de septembre, que Marine fit une annonce qui allait tout changer à nouveau. Tout le monde, j'ai une nouvelle à partager. Tous la regardèrent, curieux. Robert lui prit la main, pressentant quelque chose d'important. « Je suis enceinte. » Le silence ne dura qu'une seconde avant que la maison n'explose de joie. Hélène se mit à pleurer de bonheur, serrant Marine fort dans ses bras. Luc leva le poing en signe de victoire. Clarisse la félicita avec émotion. Et Robert resta sans voix pendant de longues secondes, regardant simplement sa femme avec une expression d'extase pure. « Mon amour, c'est vrai. Nous allons avoir un bébé ?» Marine sourit, les larmes aux yeux. « Oui, nous allons avoir un fils. » Robert la serra dans ses bras, la soulevant du sol et la faisant tourner. « Je t'aime tellement, tellement. Tu n'as aucune idée à quel point je suis heureux maintenant. » Les mois suivants furent une préparation intense. La chambre du bébé fut aménagée avec soin, Marine choisissant chaque détail. Hélène insista pour offrir le berceau qui avait été celui de Robert quand il était bébé, une belle antiquité en bois verni. Luc et Clarisse se proposèrent pour être les parrains et marraines. Irène planifiait déjà la fête prénatale. Marine continua à travailler à la fondation pendant presque toute sa grossesse, ne réduisant le rythme que les 2 derniers mois. Elle ne voulait pas s'éloigner complètement, mais Robert et Hélène insistèrent pour qu'elle se repose, prenne soin d'elle et du bébé. Au début d'avril, par un matin calme, Marine entra en travail. Robert l'emmena d'urgence à l'hôpital, nerveux, anxieux, mais aussi immensément heureux. Hélène, Luc et Clarisse les suivirent peu après. L'accouchement dura 6 heures. Longue, intense. Mais à la fin, lorsque Marine entendit le premier cri du bébé, tout en valait la peine. C'était un garçon, en bonne santé, aux joues roses et aux poings serrés. « Il est parfait », murmura Marine, le bébé dans ses bras, regardant ce petit visage merveilleux. Robert était à côté d'elle, pleurant aussi. « Il te ressemble. » « Le pauvre, alors », plaisanta Marine, épuisée mais radieuse. Ils décidèrent d'appeler le garçon Gabriel, qui signifie « messager de Dieu », parce que ce bébé était vraiment un message d'espoir, un symbole de tout ce que Marine et Robert avaient construit ensemble, un rappel que de la souffrance peut naître quelque chose de beau. Hélène fut l'une des premières à tenir son petit-fils. Elle regarda ce bébé avec une tendresse infinie, pensant à tout ce qui s'était passé ces dernières années. Si quelqu'un lui avait dit, dans cette chambre sombre où elle était prisonnière et droguée, que dans quelques années elle tiendrait son petit-fils, dans ses bras entourés de gens qu'elle aimait, dans une vie pleine de sens et de joie, elle ne l'aurait pas cru. Mais elle était là, vivant cette merveilleuse réalité. « Merci », murmura-t-elle à Marine. « Merci de m'avoir sauvée, d'avoir sauvé mon fils, d'avoir apporté tant de lumière dans nos vies. » Marine lui prit la main. « Nous nous sommes sauvés, Madame Hélène, l'une l'autre. » Les mois suivants furent une adaptation à la nouvelle routine avec Gabriel. Marine prit un congé de 6 mois de la fondation, se consacrant entièrement au bébé. Mais elle planifiait déjà son retour, pensait déjà aux projets qu'elle voulait mettre en œuvre, aux améliorations qu'elle voulait apporter. Être mère était merveilleux, mais elle savait qu'elle devait aussi continuer le travail qui était devenu sa mission de vie. Robert était un père présent et dévoué. Il se réveillait la nuit pour aider avec les tétés, changer les couches sans se plaindre, chantait des berceuses d'une voix qui n'était pas exactement juste, mais qui calmait immédiatement Gabriel. Voir son mari avec leur fils dans les bras, avec cette expression d'amour pur, faisait déborder le cœur de Marine. La fondation continuait de bien fonctionner, même sans la présence quotidienne de Marine. L'équipe qu'ils avaient constituée était compétente et engagée, mais elle leur manquait à tous l'énergie qu'elle apportait, la passion qu'elle inspirait. Quand Gabriel eut 6 mois, Marine retourna au travail à temps partiel, 3 jours par semaine, quelques heures par jour, assez pour continuer à faire la différence, mais sans trop s'éloigner de son fils. Robert réorganisa son emploi du temps pour pouvoir rester avec Gabriel les jours où Marine travaillait. Hélène aidait aussi,
adorant chaque seconde avec son petit-fils. Un après-midi d'octobre, exactement 4 ans après que Marine soit entrée pour la première fois dans la maison des Brandon, la Fondation organisa un événement spécial. C'était une célébration de tout ce qu'ils avaient accompli, mais aussi un moment de réflexion sur les défis qui subsistaient. L'événement eut lieu dans les jardins de la maison, sous le tilleul où tant de moments importants s'étaient déroulés. Il y avait plus de 200 personnes présentes, des personnes âgées qui avaient été aidées par la Fondation, des employés, des bénévoles, des partenaires, des autorités, des journalistes. Marine fut invitée à faire un discours. Elle monta sur la petite scène installée pour l'occasion, avec Gabriel dans les bras et Robert à ses côtés. Elle regarda l'auditoire et ressentit une profonde émotion. Quand je suis arrivé dans cette maison il y a 4 ans, je n'étais qu'une employée de maison à la recherche d'un meilleur salaire. Je n'avais aucune idée que ma vie était sur le point de changer complètement. Je ne savais pas que je trouverais une cause pour laquelle il valait la peine de se battre. Je n'imaginais pas que je rencontrerais des personnes incroyables qui deviendraient ma famille. Et je ne rêvais certainement pas qu'aujourd'hui je serais ici, avec mon mari et mon fils, célébrant une fondation qui a déjà aidé plus de 1000 personnes. Elle fit une pause, les yeux parcourant l'auditoire. Mais rien de tout cela n'aurait été possible sans chacun d'entre vous, sans Madame Hélène, qui a eu le courage de demander de l'aide même quand cela semblait impossible, sans Robert qui a cru en moi et m'a donné les outils pour faire la différence, sans mon frère Luc qui a toujours été à mes côtés, sans Irène, Clarisse et tant d'autres qui ont risqué quelque chose pour faire ce qui était juste. Et sans chacun d'entre vous qui êtes ici aujourd'hui, soutenant cette cause, travaillant avec nous, nous faisant confiance. Elle regarda particulièrement les personnes âgées présentes, certaines en fauteuil roulant, d'autres avec des cannes, toutes avec des regards attentifs. Cette fondation existe pour vous et par vous, parce que tout être humain mérite de vivre avec dignité, avec respect, avec amour. Personne ne mérite d'être oublié, négligé ou maltraité. Et tant qu'il y aura une seule personne qui souffre, nous continuerons à nous battre. L'auditoire applaudit chaleureusement. Certains pleuraient. Marine descendit de la scène et fut enlacée par des dizaines de personnes, chacune la remerciant, chacune partageant son histoire. Monsieur Joachim était là, maintenant âgé de 85 ans, mais fort et souriant. « Madame Marine, vous avez changé ma vie. Je n'oublierai jamais. » Une dame nommée Norma, qui avait été sauvée d'une situation de séquestration 6 mois plus tôt, prit les mains de Marine. « Vous avez été mon ange gardien. Vous m'avez littéralement sauvé. » Marine serra chacun dans ses bras, émue, se rappelant pourquoi elle continuait ce travail malgré les difficultés. C'était pour ses visages, ses sourires, ses vies transformées. Le soir, quand tout le monde fut parti et que la maison fut retournée au silence, Marine et Robert s'assirent dans le jardin sous les étoiles. Gabriel dormait paisiblement dans sa poussette à côté d'eux. Hélène était montée dans sa chambre, fatiguée, mais heureuse. « Tu te rends compte de tout ce que nous avons déjà fait ?» demanda Robert, tenant la main de Marine. « Je m'en rends compte, mais je me rends compte aussi de tout ce qu'il reste à faire. Il en restera toujours, mais cela ne diminue pas la valeur de ce que nous avons déjà accompli. » Marine appuya sa tête sur son épaule. « Tu sais à quoi je pense parfois ? Je pense que si je n'avais pas accepté ce travail ce jour-là, rien de tout cela ne serait arrivé. Madame Hélène ne serait peut-être plus là. Nous ne nous serions pas rencontrés. Gabriel n'existerait pas. Toutes ces personnes que nous avons aidées continueraient de souffrir. Mais tu as accepté, parce que tu es qui tu es, parce que tu te soucies des autres. Et c'est pour ça que tout a changé. » Ils restèrent là longtemps, dans un silence confortable, observant les étoiles. Pensant au passé, mais surtout à l'avenir. Il y avait encore tant à faire, tant de vies à toucher, tant de batailles à mener. Mais Marine n'avait pas peur, plus maintenant. Elle avait appris que le courage n'était pas l'absence de peur, mais la décision d'agir malgré elle. Elle avait appris qu'une personne ordinaire pouvait faire une différence extraordinaire. Elle avait appris que le véritable amour se construit sur le respect, le partenariat, l'admiration mutuelle. Et elle avait appris, par-dessus tout, qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour trouver un but, pour être heureux. Sa vie avait complètement changé en 4 ans. D'employée de maison luttant pour survivre à directrice d'une fondation.
épouse, mère, presque diplômée en carrière sociale. Mais au fond, elle restait la même Marine, une femme avec un cœur trop grand pour ce monde, mais assez grand pour l'embrasser et essayer de le rendre un peu meilleur. Et tandis qu'elle regardait Robert, Gabriel endormi, la maison illuminée en arrière-plan, le ciel étoilé au-dessus, Marine sut avec une certitude absolue qu'elle était exactement là où elle devait être, que chaque sacrifice, chaque larme, chaque nuit blanche, chaque moment difficile en avait valu la peine. Parce qu'elle ne faisait pas que vivre, elle faisait la différence. Et à la fin, n'était-ce pas ce qui comptait vraiment? Robert se tourna vers elle, comme s'il avait lu ses pensées. « Je t'aime, Marine Olivier Brandon, aujourd'hui, demain et toujours. Et je t'aime, Robert. Merci de m'avoir donné la chance d'être celle que j'ai toujours voulu être. » Ils s'embrassèrent doucement, sous les étoiles de Paris, tandis que Gabriel rêvait paisiblement à côté d'eux. C'était un moment parfait, de ceux que l'on garde dans son cœur pour toujours. Et lorsque le vent souffla doucement, faisant bruisser les feuilles du tilleul, Marine ferma les yeux et remercia. Elle remercia Madame Hélène d'avoir demandé de l'aide. Elle remercia d'avoir eu le courage d'agir. Elle remercia toutes les personnes qui avaient croisé son chemin. Elle remercia pour la famille qu'elle avait construite. Elle remercia pour la vie qu'elle avait maintenant. Une vie qui avait commencé par la souffrance et le sacrifice, mais qui s'était transformée en amour, en but et en espoir. Une vie qui prouvait que les histoires peuvent avoir des fins heureuses quand les bonnes personnes se rencontrent au bon moment. Une vie qui était un témoignage vivant qu'il vaut la peine de se battre pour ce qui est juste, même quand tout semble impossible. Et ainsi, sous le ciel étoilé de Paris, dans un jardin plein de souvenirs et de promesses, Marine trouva enfin la paix qu'elle avait si longtemps cherchée. La paix de savoir que sa vie avait un sens, la paix d'être entourée d'amour, la paix d'avoir fait la différence dans le monde, une personne à la fois. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Marine et Robert a touché votre cœur. Si vous avez été ému par ce parcours de courage, d'amour et de transformation, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire. Était-ce la détermination de Marine, l'amour entre elle et Robert, la guérison de Madame Hélène, ou peut-être le message qu'il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste? Chaque jour, nous vous proposons des histoires intenses comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine, qui nous font réfléchir sur l'empathie, la justice et la capacité que chacun de nous a de faire la différence dans le monde. Nous vous attendons pour le prochain épisode, avec un autre récit qui touchera vos émotions et vous fera croire que les histoires de résilience et d'amour véritable existent encore. D'ici là, et souvenez-vous, vous aussi, vous pouvez être la différence dans la vie de quelqu'un.